pense qu'on va commencer par la première présentation, donc avec Mélissa, donc qui va nous parler du rôle des municipalités dans la protection des milieux humides. Et Mélissa, je t'invite à partager ton écran. Et pendant ce temps-là, donc je vais présenter Mélissa. Donc Mélissa Galipo est employée depuis 2009 à Cantley. Elle a commencé en tant qu'inspectrice en environnement pendant 10 ans. Par la suite, elle a été attirée par le poste de chef de service urbanisme et environnement qu'elle occupe aujourd'hui. Elle supervise donc les inspecteurs. Mélissa, je te laisse la parole. Donc, moi, c'est ça. Dans le fond, je travaille pour la municipalité de Cantley, comme Guillaume l'a mentionné. Fait que dans le fond, je vais faire une petite présentation sur le rôle des municipalités au niveau de la protection des milieux humides et des cours d'eau. Donc, je vais commencer par l'origine des normes municipales, en réalité, pour un peu vous mettre en contexte sur d'où provient souvent la réglementation municipale. Donc, en réalité, de la façon que ça découle, le gouvernement du Québec va donner des orientations générales aux différentes MRC quand les municipalités sont au sein d'une MRC. Ce schéma d'aménagement-là doit être révisé aux 5 ans, dans le fond, qui évolue avec les différentes réalités territoriales ou de développement de chaque territoire de municipalité et de MRC. Par la suite, il y a un plan d'urbanisme que la municipalité doit mettre en place pour se mettre en concordance avec le schéma de la MRC. Donc, ce plan d'urbanisme-là est approuvé par les MRC. Par la suite, les différentes orientations qui sont déterminées dans les plans d'urbanisme découlent dans les différents règlements municipaux d'urbanisme, le zonage, permis lotissement, ces choses-là. Donc, ces différents outils-là, ça va nous permettre une planification du territoire pour les différents usages qui sont projetés, que ce soit de l'habitation, du commercial, l'industriel, tout en prenant, dans le fond, en considération les différentes réalités territoriales, que ce soit les cours d'eau, les milieux humides ou toute autre zone qui sont à statut ou à protéger au niveau du territoire. Donc, si on commence au niveau du lotissement, c'est vraiment à cette étape-là que la municipalité peut commencer son rôle au niveau de la gestion par rapport à la présence des cours d'eau, des milieux humides. Donc, on a la responsabilité de s'assurer que le territoire qui est développé peut être conséquent au niveau de la mise en place des usages et la protection par rapport aux lois provinciales, fédérales ou municipales qu'il peut y avoir. Donc, la planification de l'occupation, elle commence, comme je disais, au niveau du plan de lotissement. Donc, ici, je vous ai mis un exemple d'une étude de caractérisation écologique que la municipalité exige aux promoteurs dans le but de concorder les informations que l'avant-projet ou que le lotissement, dans le fond, est démontré, que les informations qui sont là-dessus concernant les cours d'eau, les milieux humides, concordent avec ce qui est réellement sur le territoire en question. Donc, au niveau, dans le fond, lotissement ensuite, ici, c'est un exemple d'un plan d'avant-projet de lotissement une fois que les rues projetées, les cadastres projetés sont intégrés, dans le fond, aux présences de cours d'eau de milieu humide. Donc, c'est à ce moment-là que les tracés des rues doivent être vraiment bien pensés pour éviter l'apport de sédiments dans les cours d'eau, dans les milieux humides, s'assurer qu'il n'y a pas des crues d'eau qui sont reliées à la fonte des neiges ou à des pluies printanières vraiment très importantes. C'est une planification qui est en amont du développement. Ça assure aussi la création de lots qui sont viables au niveau de la construction dans le temps. Donc, si on voit un petit peu le zoom en rond que j'ai fait, on voit qu'il y a une espèce de rectangle. Nous, on a une norme au niveau du règlement de zonage pour s'assurer que le lot soit construit. Il doit avoir une moyenne de 2000 mètres carrés qui est à l'extérieur de toute bande riveraine et de tout littoral de milieu hydrique. Donc, au niveau du plan de lotissement d'avant-projet, ça doit être intégré dans chacun des lots qui est touché par un milieu humide ou un cours d'eau. Ça nous aide vraiment à s'assurer qu'il n'y aura pas d'empiètement dans les rives et qu'il y a un espace d'occupation suffisant là, au niveau des lots. Donc, pour la construction là, du bâtiment principal, du puits ou de l'installation. Du même coup, sur ces plans-là, c'est à ce moment-là qu'on planifie la session pour fin de parc. Donc, chaque développeur doit donner, c'est un pourcentage en que la municipalité détermine par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est 10 %. Donc, il doit soit donner 10 % en valeur monétaire ou en valeur terrain à la municipalité. C'est décidé par le conseil. Donc, nous, quand on va en valeur terrain, ce qu'on essaie, c'est d'avoir un équilibre entre
protection des habitats qui sont en place et terrains qui peuvent être aménagés. Ici, c'est un exemple avec un grand parc central. Dans le fond, on voit qu'on a un des très gros milieux hydriques du projet projeté qui se trouverait à être un parc municipal, dans le fond, avec la zone d'emploi. Ça, c'est ça. Donc, à l'étape subséquente, après que le lotissement est fait, que les lots sont approuvés à Québec, que les rues se sont développées, maintenant, on est à l'étape de construire. Donc, là, c'est sûr que les travaux sur chacun des lots prennent place. Donc, avant qu'on puisse donner une autorisation de construction, en réalité, chaque inspecteur en environnement va aller faire un relevé terrain si on veut s'assurer que qui est au niveau de l'arpenteur représente bel et bien la réalité. Parce que des fois, oui, c'est vrai qu'on a l'étude écologique au niveau du développement régional, mais le lot peut se bâtir 15, 20, 30 ans plus tard. Donc, le milieu est dynamique, fait que le milieu a pu avoir bougé. On va s'assurer à ce moment-là que c'est toujours bien réaliste. Donc, ça nous permet d'appliquer les différentes normes de règlement municipal ou provincial, comme le RAFI et le RAMACH, qui ont été mis en place dernièrement. Donc, pour la suite des normes municipales, en ce moment, ça, c'est les normes principales qu'on a dans notre règlement actuel. Donc, depuis 2005, la municipalité a instauré que la rive des cours d'eau ou des milieux humides en tête de bassin versant qui sont reliés avec un cours d'eau, la rive est de 15 mètres. Donc, on a été plus sévère que la politique de protection des rives littorales qui était en vigueur à ce moment-là, peut aller selon l'inclinaison du terrain entre 10 et 15 mètres. Donc, étant donné que le territoire ici est escarpé, mais aussi parfois plat, la municipalité a juste décidé d'aller avec un 15 mètres qui était déjà plus sévère, donc pour une protection uniforme du territoire, que ce soit en terrain accidenté ou en terrain plat. Donc, à ce moment-là aussi, au niveau de la réglementation, il avait mis en place un 5 mètres de rive sur les milieux humides qui étaient isolés. Donc, ça, c'était en surplus des normes provinciales parce qu'il n'y avait aucune rive à ce moment-là sur les milieux humides. On a une depuis 2005. En 2016, on a rajouté une marge de recul, si on veut, supplémentaire de 5 mètres par rapport à la rive. Donc, si vous regardez le dessin, c'est vraiment la bande en rose. Cette bande-là, ce qu'elle permet, c'est que si la construction d'une résidence se faisait à 15 mètres juste, au niveau de la rive, bien, c'est certain que la circulation de la machinerie pour l'excavation, l'entretien ou pour tour des bâtiments se faisait dans la rive. Donc, cette zone-là permet juste une zone de construction, de travaux, d'entretien, si on veut, alentour du bâtiment. Donc, ça s'applique juste aux bâtiments qui sont construits avec excavation. Par la suite, quelqu'un peut mettre une galerie, son petit peu à feu là-dedans, son aire de détente, il n'y a pas de problème, mais ça nous assure au moins que la rive est conservée. Puis, effectivement, si jamais il y a des travaux illégaux qui sont faits dans les bandes riveraines, que ce soit du remblai, du déboisement ou vraiment dénaturalisation du site, en réalité, le règlement nous permet d'exiger une remise à l'État avec un plan de biologiste ou d'un autre expert universitaire qui va venir vraiment spécifier les méthodes de plantation, les types de végétaux à mettre en place, la bonne période, ces choses-là. Et ça va permettre de recréer un petit peu, si on veut, l'habitat qui était là et qui a été détruit. Donc, si je vais juste donner des exemples de projets municipaux, pour nous, à Cantier, c'est assez récent de faire des projets de recherche et d'études au niveau des cours d'eau. Mais on a fait 2 études hydrologiques sur 2 de nos principaux cours d'eau qui nous posaient vraiment beaucoup de problèmes au niveau des plaines inondables, surtout dans les crues. C'était des plaines inondables qui n'étaient pas caractérisées au niveau de la province ou du schéma d'aménagement de la MRC, mais la municipalité savait qu'ils existaient. Donc, on a fait des études hydrologiques sur le ruisseau Blackburn et le ruisseau Desjardins. Cette étude-là, comme je vous dis, permet de déterminer les zones de 2 ans, 20 ans ou 100 ans de récurrence. Et les professionnels devaient également nous donner des suggestions, des propositions d'ouvrages, d'amélioration d'ouvrages de traverse qui existent pour nous aider à gérer justement le problème
de d'écoulement, si on veut, qui se créait par des ponceaux trous bloqués ou des choses comme ça. Donc ici, j'ai mis un exemple en réalité d'une cartographie de plaine inondable qu'on a reçue à la suite des mandats. Une fois qu'on a ça, évidemment, on n'est pas dans la planification d'infrastructures, donc les informations de gestion sont données à un service. Donc, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est un exemple de la cartographie de plaine inondable qu'on reçoit à la suite des études hydrologiques. Donc, au niveau de la protection de la nappe phréatique, parce que nous, on est une municipalité qui est strictement sur des puits souterrains, donc on a quand même une bonne exploitation de la nappe phréatique. Pour l'instant, on n'a pas fait de projet de surveillance ou quoi que ce soit, mais puisque notre périmètre urbain, en réalité, notre petit centre-ville à devenir, si on veut, est voué être densifié, cette année, on va faire une étude justement de la qualité et de la capacité de la nappe phréatique dans ce secteur-là pour s'assurer que le développement peut être viable au long terme, qu'on a assez d'eau, puis que dans le fond, la qualité de l'eau est propice à ce type de développement résidentiel. Donc, pour ma part, ça fait le tour. C'est une brève présentation du rôle des municipalités. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a des questions ou quoi que ce soit. Merci beaucoup, Mélissa. Ça permet aussi de montrer qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'il y a des normes à respecter, qu'on essaie aussi de concilier la construction d'habitation, vraiment voilà, le bâti, on va dire, et vraiment la nature, l'environnement. Donc voilà, il y a tout un ensemble de règles à respecter au niveau des municipalités notamment. Donc c'est aussi ce qu'on a voulu vous montrer avec cette présentation-là. Donc maintenant, on va passer à la deuxième présentation. Donc je vais laisser la parole à Stéphanie, qui, elle, va nous présenter des outils pour découvrir la richesse des milieux humides. Donc Stéphanie, je t'invite, voilà. Et je vais juste vous présenter Stéphanie. Donc Stéphanie Meuret est coordinatrice de la cartographie détaillée des milieux humides chez Canard Illimité Canada, qu'elle a rejoint en 2009. Elle détient un diplôme en technologie forestière et a complété une certification en développement durable à l'Université Laval. Elle a débuté son parcours professionnel en 2004 chez un consultant forestier où elle a acquis des connaissances sur les différents écosystèmes naturels. Elle a parcouru le Québec afin de réaliser différents projets d'inventaire forestier, faunique et cartographique, ce qui a permis le développement d'une méthode de cartographie des milieux humides par photo-interprétation. Elle est maintenant responsable du programme de cartographie détaillée des milieux humides au Québec. Stéphanie, je te laisse la parole. Eh bien, merci Guillaume pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de participer au webinaire dans le cadre du mois de l'eau. Je remercie la BVD7 pour cette invitation-là. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter par le biais d'un projet unique qui fait la fierté de Canard Limité au Québec, soit les outils pour découvrir la richesse des milieux humides. Je crois que la semaine dernière, la table a été mise sur l'importance des services écologiques rendus par les milieux humides. Je vais seulement me permettre d'effleurer le sujet. Je ne sais pas si... OK, voilà, j'ai le contrôle. Alors, d'entrée de jeu, il me fait plaisir de vous présenter Canard Limité, qui est un organisme à but non lucratif composé d'une équipe ayant une expertise multidisciplinaire de biologistes, d'aménagistes du territoire, d'agronomes, des forestiers, une équipe en génie civil, en droit et en géomatique, afin d'accomplir notre mission, qui est de conserver les milieux humides et les habitats qui s'y rattachent au bénéfice de la sauvagine nord-américaine et de promouvoir un environnement sain pour la faune et les humains, le tout dans un contexte de développement durable. Pour accomplir notre mission, on a 3 volets à notre axe stratégique. Alors, le savoir, la cartographie et la recherche s'inscrivent dans le savoir. Elles servent de courroie de transmission pour les autres volets. On doit savoir et comprendre où sont les milieux humides pour faire une bonne planification territoriale et favoriser la conservation. Le volet agir. Pour maintenir des habitats de qualité et soutenir leur productivité, on a une équipe qui est spécialisée en restauration et en création de milieux humides. De la sélection des sites au design biologique à la réalisation de l'aménagement sur le terrain. La protection des habitats fait aussi partie du volet agir. Nous comptons une équipe d'experts en acquisition de milieux humides pour en faire la protection. Le volet sensibilisation passe par la collaboration avec tous les paliers gouvernementaux pour assurer des politiques environnementales efficaces. L'éducation,
des jeunes et moins jeunes fait aussi partie de notre volet et sert de levier pour l'atteinte de notre mission. Alors, pour ceux qui connaissent moins Canard Limité, c'est un organisme qui était également connu sous le nom de Ducks Unlimited Canada. Nous sommes une multinationale dont les activités de conservation touchent l'ensemble du territoire nord-américain. En 2023, Canard Limité cumule 85 années d'histoire en conservation au Canada. C'est donc en 1938 que Canard a donné des ailes à la conservation des milieux humides au Canada et depuis, nos actions n'ont cessé de marquer l'histoire. Alors, on est implanté au Québec depuis 1976. On a contribué en conservation par un investissement de plus de 100 millions de dollars avec nos partenaires. Notre zone prioritaire, en lien avec la voie migratoire de la Sauvagine, est située dans les basses terres de l'Outaouais et les basses terres du Saint-Laurent. Mais vous remarquez qu'on est quand même actif dans toutes les régions du Québec. Maintenant, je vais vous parler un peu plus des outils que Canard Limité a créés pour atteindre nos objectifs de conservation. Bien sûr, c'est un survol, donc si vous désirez avoir plus d'informations ou plus de détails, n'hésitez pas à me contacter par la suite et à poser vos questions à la suite de la présentation. Alors, c'est en 2009 qu'on a conclu une entente avec le gouvernement du Québec pour dresser un premier portrait de la situation des milieux humides au Québec. Notre mandat consistait à faire un inventaire des milieux humides par photo-interprétation, donc une méthodologie pour identifier les milieux humides qui ont une superficie de plus de 0,3 hectares, de développer des outils géomatiques pour permettre et faciliter la consultation, de développer des activités de sensibilisation, de communication, des formations sur l'identification des milieux humides au terrain. L'équipe de réalisation du projet global de cartographie détaillée des milieux humides est composée de Canard Limité et du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Alors, enfin, en juin 2017, le gouvernement du Québec reconnaît l'importance des milieux humides en adoptant une loi sur la conservation des milieux humides et hydriques. Cette nouvelle loi, elle vise à mieux encadrer les activités d'aménagement sur le territoire. Pour ce faire, le gouvernement mise sur les plans régionaux des milieux sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques que les MRC ont à produire. On est chanceux parce que je crois qu'on a une présentation qui va porter sur ce sujet-là cet après-midi. J'en dirai pas plus. Alors aujourd'hui, en 2023, on est fiers de présenter notre grand projet comme suit. Donc, le territoire en vert, est-ce que vous voyez ma souris, je crois? J'ai voulu avoir, ouais, j'ai voulu avoir mon pointeur, mais je ne le trouvais pas là, dans Zoom. Donc, ça va être la souris. Le territoire en... Non, non, on voit pas ta souris. Je sais pas. Ah, vous la voyez pas? Non. Je sais pas si je fais ça, non. Non plus. Focus, peut-être. Non. OK, ben c'est peut-être pas dramatique. Bref, je vais poursuivre. Le territoire en vert, c'est une superficie de 76 000 km² qui est couvert par la cartographie détaillée des milieux humides. À l'échelle du territoire d'études de l'Agence de bassin versant des Sept, qui est très, très grand. Je pense qu'on parle d'environ 40 000 km², plus de 40 000 km² de superficie. Donc, la cartographie, elle couvre 10 du territoire de l'Agence. Selon nos données actuelles, 11,4 du territoire qui est en vert est couvert par des milieux humides. En orange, on retrouve les territoires qui sont en cours de réalisation présentement. Et puis en gris, les territoires qui vont être développés dans les prochaines années. Alors, ce grand projet-là, c'est un investissement de plus de 5 millions de dollars entre 2009 et 2022. La force de notre projet, c'est le partenariat. On compte à ce jour plus de 95 partenaires avec qui on a travaillé pour la réalisation du projet, dont les organismes de bassin versant, les MRC, les municipalités, les conseils régionaux de l'environnement, différents groupes locaux, et puis les gouvernements fédéraux et provinciaux. Sans ce grand partenariat-là, cette acquisition de connaissances n'aurait pas été possible. Alors, un aperçu
de la typologie. Donc, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais je voulais quand même montrer ce que l'on retrouve dans la cartographie parce que c'est des données qui sont disponibles en ligne que vous pouvez aller consulter. Alors, Canard Limité et le ministère de l'Environnement, on a développé une typologie basée, entre autres, sur la classification canadienne des milieux humides. Par définition, un milieu humide, c'est des sites saturés d'eau pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature des sols et ou de la végétation. Donc, notre typologie développée, elle compte 7 grandes classes de milieux humides, soit les tourbières, euh, qui sont caractérisées par des sols organiques ou de la terre noire, qui ont la capacité d'agir comme des éponges et de séquestrer le carbone. Ensuite de ça, on a l'eau peu profonde, les marais, les prairies humides, on va avoir les marécages, qui peuvent rendre différents services aussi, dont la réduction du début des crues lors d'inondations, la réduction de l'érosion des berges qui filtrent l'eau. Et l'ensemble de nos milieux humides ont tous la capacité de maintenir la biodiversité. Voici un aperçu de la méthodologie utilisée pour réaliser la cartographie. Donc, chez Canard Limité, on a une équipe de 6 photo-interprètes qui ont analysé plus de 300 000 milieux humides à l'échelle de notre projet global. Le travail de photo-interprétation est fait en 3 dimensions avec des logiciels spécialisés. Et puis, nous utilisons toujours les photos les plus récentes qui sont disponibles dans le cadre des projets. Les logiciels sont si précis que c'est un peu le même principe que si on était dans un hélicoptère à bulles puis qu'on demandait à notre pilote de se rapprocher de la tête de nos arbres ou de s'éloigner pour voir l'ensemble de notre milieu. Puis on a différents outils associés au logiciel pour mesurer la hauteur des arbres, le dénivelé avec la topographie, le pourcentage de pente. Donc, il y a plusieurs outils qui sont disponibles via les logiciels. Les photo-interprètes, ils effectuent un balayage systématique de l'ensemble du territoire. C'est une cartographie qui est vierge et puis on délimite et classifie chacun des milieux humides qui sont identifiés à la main. Suite au premier balayage, on a une étape de survol aérien lors de laquelle on va prendre des photos obliques pour documenter les milieux humides. Ensuite de ça, on a la campagne de validation terrain numéro 3, pour identifier, dans laquelle les photo-interprètes identifient des points de contrôle où ils vont venir documenter leurs observations et les caractéristiques des milieux humides. Il faut spécifier que ce n'est pas une caractérisation complète, mais c'est bien des points de contrôle pour répondre à des questions que les photo-interprètes ont. Ensuite, il y a un balayage, on refait un deuxième balayage systématique de l'ensemble du territoire pour intégrer les connaissances qu'on a acquises au terrain et par survol aérien. Ensuite de ça, on fait des ateliers de vérification de la donnée préliminaire avec des partenaires. Cette étape nous permet de recueillir les commentaires des partenaires dans le but de bonifier la cartographie. Ensuite de ça, un dernier balayage pour intégrer les connaissances des partenaires à la cartographie est réalisé. La cartographie, c'est un élément de base pour soutenir et favoriser les activités de conservation et planifier le développement territorial. C'est un outil de planification pour la conservation et aide à planifier, par exemple, l'implantation d'infrastructures à l'extérieur des zones humides, donc des zones sensibles. Alors, important de spécifier que la cartographie n'a pas de valeur légale. C'est un outil de travail qui doit être validé au terrain. Dans certains cas, la limite pourrait être plus grande ou moins grande que ce qui a été identifié par photo-interprétation. Il faut dire que les milieux humides sont quand même aussi extrêmement dynamiques, donc selon les inondations et tout, les limites peuvent être différentes. Ou bien les indices présents par photo ne pouvaient ne pas être assez concluants pour venir identifier le milieu humide. Le fruit de ce travail rigoureux, tout autant au bureau qu'au terrain, est désormais accessible en ligne. Donc, une carte interactive est disponible sur le site de Canard Limité, sur laquelle vous pouvez aller consulter. Et puis, les informations sont aussi disponibles, sont rendues disponibles via le portail de données ouvertes du gouvernement du Québec. Ces outils sont mis à jour sur une base régulière en fonction de l'avancement des travaux.
La prochaine mise à jour est prévue cet automne. Donc, présentement, si vous consultez la carte interactive, il y a seulement la première partie de l'Outaouais qui est disponible. Donc, la MRC des Collines et Papineau va être disponible en entier dès cet automne via la carte interactive. Alors, donc, plus précisément, sur le territoire de l'ABV D7. En restauration des milieux humides, nous avons 2 sites pour une superficie totale de 7 km² dans le secteur de l'île au Grand Calumet, ici qu'on a un site qui a été restauré, et on a un site restauré aussi dans le secteur de Gatineau. En protection, on a 14 km² qui sont identifiés sur notre carte ici. Qui sont identifiés sur la carte et à cela s'ajoute 1 km² environ dans le secteur de Gatineau au lac Beauchamp, qui est une acquisition qui est récente, donc qui n'est pas indiquée sur la carte. Donc, au total, on a 15 km² qui a été protégé par Canal Limité dans les dernières années. Alors, tout à l'heure, j'ai mentionné que 10 du territoire de l'ABV D7 était couvert par la cartographie. Donc, c'est 3 700 km² qui est couvert par la cartographie détaillée des milieux humides. Il y a une section qui va être disponible là, d'ici mars 2024. Et puis, on est toujours en développement pour les secteurs plus au nord là, du territoire. Donc, nous, Canard Limité, dans un contexte de sauvagine, on effectue des analyses spatiales pour déterminer les sites potentiels pour la sauvagine. Mais les partenaires, qui n'ont pas les mêmes besoins, chacun est libre de créer ses propres analyses selon ses propres besoins à partir de la cartographie et aussi de différentes autres données. J'attire votre attention sur le territoire de l'île au Grand Calumet, sur lequel les volets de restauration et de protection sont actifs. Alors, l'île au Grand Calumet fait partie d'un projet de protection de milieux naturels de la tête de l'île. Par ailleurs, nous sommes en négociation dans le secteur avec d'autres propriétaires dans l'objectif de consolider nos acquisitions. Ce site fut identifié dans une analyse de priorisation dont la cartographie est un élément de base. Les données de cartographie qui ont fait l'objet d'une validation terrain, parce qu'on se souvient que la cartographie n'a pas de valeur légale et doit être validée au terrain. Alors, sur la carte, on retrouve dans la légende, on retrouve nos 7 classes de milieux humides qu'on a vues précédemment. Et puis, en rouge, les secteurs qui sont identifiés en rouge sont les secteurs qui ont été acquis par Canard Limité et différents partenaires. Les secteurs que l'on retrouve ici, c'est des secteurs qui ont été acquis là, tout récemment. Donc, sur la carte ici, on a une superficie de 3,9 km² qui a été acquis. Dans ce secteur, la superficie qui est identifiée en milieu humide, elle est de 3,1 km². Donc, 80 du territoire est en milieu humide. Avec les données cartographiques, on peut remarquer aussi la grande diversité du secteur avec plusieurs types de milieux humides. C'est des très grands complexes qui peuvent servir de corridors écologiques, entre autres. Alors, voici une image prise par drone à l'été 2022 par mon collègue Jacob Demers. On peut identifier, voilà, on peut identifier sur la photo, on a de l'eau peu profonde, on a des marais, on a du marécage de ce côté-ci. Donc, on voit quand même la grande diversité du secteur en question. Je reviens à ma carte. En mauve, il s'agit du marais de la Franchise, qui fut d'abord acquis et par la suite restauré en 1982. Donc, ça fait 40 ans déjà. Le site est d'une superficie de 1,5 km². C'est un site qui est en bordure de la rivière des Outaouais et de la rivière Barry. C'est un site qui était inondé au printemps, mais qui s'asséchait durant la saison estivale. Considérant l'intérêt du site pour la conservation, il fut restauré. L'aménagement consiste à la construction d'une digue qui permet de maintenir le niveau d'eau optimal durant la saison, durant toute la saison.
par niveau d'eau optimal, j'entends, pour conserver le marais. Donc, on veut avoir plus de 2 pieds selon les secteurs là, d'eau durant toute la saison. Alors, voici encore une photo de mon collègue Jacob, sur laquelle on peut voir la digue en question, qui est juste ici. Elle retient l'eau. On a une décharge s'il y a besoin. Et puis, donc, elle retient l'eau. On a un immense marais avec de l'eau peu profonde. Puis ici, on a de la tourbière ouverte avec de l'eau aussi. Donc, encore une fois, c'est dans un contexte d'un grand complexe là, qu'on a pour le secteur. Alors, les milieux humides, c'est bien plus que des habitats de la sauvagine. Il y a plus de 600 espèces animales qui en dépendent à un moment ou à un autre de leur vie. L'importance de ces habitats est indéniable et c'est pourquoi notre mission consiste à les conserver. La mission de Canal Limité. La cartographie et les analyses qui s'en suivent sont des outils essentiels pour permettre de planifier les interventions sur le territoire, notamment en ce qui concerne la régularisation et l'amélioration de la qualité de l'eau, la séquestration du carbone, la recharge de la nappe phréatique, une connectivité cruciale non seulement pour plusieurs dizaines d'espèces menacées, mais aussi pour des milliers de passionnés de la nature. Ainsi, l'analyse des données de cartographie détaillée donne souvent lieu à l'aménagement de milieux d'exception pour profiter pleinement de tout ce dont la faune et la flore ont à nous offrir. Alors voilà, donc je tiens encore une fois à remercier la BVD7 pour l'invitation à la participation au webinaire. Si vous avez, je suis disponible pour répondre à des questions. Puis si jamais vous voudriez avoir plus d'informations ou aimeriez avoir un accompagnement, bien, vous avez mon adresse courriel, puis il me fera plaisir de vous répondre ou bien de vous référer là, à la bonne personne chez nous. Donc, est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup Stéphanie, c'était très complet là vraiment sur l'ensemble des milieux humides. C'est un sujet qui est un peu complexe au niveau de la cartographie, mais là c'était très très bien expliqué, donc merci pour ça. C'est Donc, vraiment un bref aperçu, hein. J'ai synthétisé beaucoup là, pour donner seulement un aperçu. oui. Maintenant, je vais laisser la parole à Raphaël. Donc justement, vous l'avez entendu un petit peu avec Stéphanie, on va parler des PRMHH, donc des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Et donc Raphaël va vous présenter ce que c'est. Donc avant ça, je vais vous présenter Raphaël. Donc Raphaël Cadiola-Flamme est bachelière en sciences environnementales et également diplômée d'une maîtrise scientifique en durabilité de l'environnement de l'Université d'Ottawa. Elle travaille au Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, donc le CREDO, depuis plus de 2 ans. En tant que chargée de projet à la gestion durable des milieux naturels, elle réalise des projets liés à l'aménagement du territoire, la conservation, la biodiversité et la connectivité écologique. Dans le cadre de ses fonctions, elle a pu mettre à contribution ses compétences dans l'élaboration des plans régionaux des milieux humides et hydriques, donc PRMHH, pour les 4 MRC rurales et semi-rurales de l'Outaouais. Donc Raphaël, je t'en prie. Merci Guillaume. Donc oui, aujourd'hui, je vais vous parler des PRMHH, comment planifier l'aménagement du territoire autrement. Comme Guillaume l'a mentionné, là, on a été mandaté le CREDO pour le faire pour les 4 MRC rurales et semi-rurales de l'Outaouais. Donc, les collines de l'Outaouais, la MRC de Pontiac, de la baie de la Gatineau et de Papineau. On va voir un petit peu le contexte légal et réglementaire qui est autour des PRMHH. On va voir, en tout cas, je vais expliquer c'est quoi, dans le fond, les plans régionaux des milieux humides et hydriques, c'est quoi les grandes étapes. Puis finalement, on va aborder un peu la mise en œuvre des PRMHH pour le futur. Donc, au niveau du contexte légal et réglementaire, c'était comme une constatation qu'il y a eu là, avant 2017 qu'il y avait un manque d'outils, puis que les MRC municipalités étaient toujours en mode réaction. Donc, quand il y avait des plans de développement ou d'aménagement, on était comme confrontés, une fois les plans tout faits, à la réalité, c'était qu'il y avait des milieux d'importance sur le territoire. Donc, il y a eu beaucoup de pertes qui en ont suivi. Donc, en juin 2017, il y a eu l'adoption de la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques. Puis c'est de là qu'a découlé l'introduction des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Ensuite, en septembre 2018, il y a eu le règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques, également la modernisation de la loi sur la qualité de l'environnement. Je mets ici que la date de dépôt prévue, comme vous pouvez voir, c'était juin 2022 pour les PRMHH auprès du ministère de l'Environnement.
Mais j'ai mis un astérix là, à 2022 parce qu'on est rendu en juin 2023, puis vous constaterez qu'il y a plusieurs paiements-charges qui n'ont toujours pas été remis. Donc, il y a eu un délai d'1 an qui a été accordé, puis finalement, je pense que ça va être encore... il y a encore un délai là, jusqu'à l'automne, si pas même à l'hiver, pour les MRC pour remettre leur plan. Donc, comprendre les plans régionaux des milieux humides et hydriques. Donc, je vais y aller très brièvement. Là. Je pense que Stéphanie vous a fait un très beau portrait de c'est quoi les milieux humides puis pourquoi c'est aussi important. Mais en gros, la définition selon le ministère, c'est un lieu d'origine naturelle ou anthropique qui se distingue par la présence d'eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l'état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l'eau est en mouvement, elle peut s'écouler avec un débit régulier ou intermittent. Un milieu humide est également caractérisé par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hydrophiles. Donc là, on vous a juste mis quelques exemples au bas, donc marais, marécages, tourbières, lacs. Donc, ce qui est important de savoir pour les PRMHH, c'est que les milieux humides qui sont visés par les plans, c'est seulement ceux en terre privée, alors que pour les milieux hydriques, ce sont tous les cours d'eau, tous les lacs, tous les ruisseaux qui sont visés par ça, autant en terre privée que publique. Donc, ça appartient pas mal tout au domaine de l'État. Donc, tout ça, sauf les fossés forestiers. Donc, pour les milieux humides, pourquoi c'est seulement ça en terre privée? C'est qu'il y a déjà la loi sur la conservation du patrimoine naturel qui offre là, un certain statut de protection aux milieux humides. Donc, c'est ça. Les milieux humides et hydriques, ça rend plein de services écologiques, là, dont la captation du carbone, purification de l'eau, biodiversité, équilibre écosystémique, potentiel pour les loisirs, donc tout ce qui a trait à la chasse, la pêche, la pratique de sport, la maîtrise des crues, donc gérer les inondations, la recherche des eaux souterraines, et bien plus encore. Donc, les milieux humides et hydriques, c'est des milieux d'importance majeure pour atténuer aussi les changements climatiques puis s'adapter à leurs impacts, d'où l'importance d'avoir des plans qui permettraient de planifier l'aménagement du territoire en fonction de leur présence et de leur importance. Donc, les PRMHH, c'est un outil d'aide à la planification et du développement du territoire. Puis, ça intègre justement la conservation des milieux humides et hydriques. Donc, ça va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de leur présence. Ensuite, c'est un guide pour la prise de décision pour les MRC et les municipalités. Ça permet justement de mieux prévoir le développement. Ça se base sur 3 grands principes. Puis, c'est quelque chose qui devrait se concrétiser sur un horizon de 10 ans. Donc, pour ce qui est des principes, le premier, c'est celui d'aucune perte nette. Donc, ce qu'on entend par là, c'est que, dans le fond, il y a 3 axes de conservation, qui est la protection, l'utilisation durable et la restauration et création. Donc, ça va permettre d'assurer qu'au bout du 10 ans, il y aura un bilan de 0 perte nette. Donc, s'il y a eu des destructions, il faudra qu'il y ait également de la compensation au niveau de restauration et création. Le deuxième principe, c'est d'assurer une gestion cohérente par bassin versant. Donc, je pense que tout le monde sait c'est quoi un bassin versant, là, mais quand même, c'est une portion du territoire dont toutes les précipitations sont recueillies et entraînées vers un même exutoire. Puis ça permet justement de prendre en compte la dynamique amont-aval. Donc, ce qui se passe en amont va tout affecter le système en aval, de mieux comprendre et expliquer les problématiques liées à la quantité et à la qualité de l'eau, puis établir la priorité des actions en tenant compte des effets cumulatifs de diverses activités sur les ressources et trouver les solutions. Puis là, finalement, le troisième principe, c'est de tenir compte des changements climatiques. Donc, c'est sûr qu'on sait que ça va apporter plein d'éducation, puis ça va affecter justement comment que les milieux humides et hydriques vont influencer, ils vont rendre leurs effets écologiques dans le temps. Donc, les plans, c'est quoi aussi? C'est une occasion de discuter des enjeux environnementaux avec les acteurs concernés. Puis c'est aussi une réflexion sur la façon d'utiliser le pouvoir de protection de l'environnement de la MRC par ses compétences en aménagement du territoire. Donc, une planification visant la compatibilité avec les schémas d'aménagement et de développement. Donc, ça veut dire que chaque MRC a un schéma d'aménagement qui va devoir être adapté en fonction de ce qui aura été défini dans les plans régionaux des milieux humides et hydriques. Donc, les grandes étapes, on a une préparation et une amorce de la démarche. Ensuite, un portrait du territoire, le diagnostic, les engagements de conservation et l'élaboration d'une stratégie de conservation. Donc, on va passer là, sur ces grandes étapes-là. Mais préparation en amorce, c'est vraiment juste comme une collecte de données, puis on met des différents groupes, les comités, on prépare un peu comment ça va se dérouler finalement pour élaborer ces plans-là. Pour ce qui est du portrait du territoire, donc ça s'appuie sur des données qui sont disponibles. Puis là, j'insiste sur le mot « disponible ».
Le budget qui a été donné par le ministère à chaque MRC ne permettait pas nécessairement l'acquisition de données. Et donc, ça a vraiment été basé sur ce qui était disponible auprès du ministère, les données que les MRC possédaient déjà, puis ce qui était disponible en ligne. Donc, on s'est bien rendu compte qu'il y avait certaines données qui étaient inexistantes sur l'ensemble du territoire. Là. Donc, ça a été quand même un défi là, pour justement l'élaboration des plans. Donc, un portrait, c'est quoi? Ben, c'est un contexte environnemental, un contexte d'aménagement, un bilan des perturbations des milieux humides et hydriques. Puis, dans le fond, ça, c'est plus d'une vingtaine de cartes thématiques là, qui représentent autant les activités de chasse et pêche que les activités minières, que l'état des milieux humides et hydriques. Donc, ensuite, on a fait un diagnostic des milieux sur le territoire. Donc, on a commencé par définir des unités géographiques d'analyse. Donc, ça, dans le fond, c'est comme des zones qu'on a identifiées sur le territoire où il y a une homogénéité en termes de biodiversité, en termes d'activité, en termes de qualité. Donc là, on a pris les bassins versants, on a pris les districts écologiques, on a pris c'était quoi qui se passait sur le territoire. Donc, c'est une affectation forestière, c'est-tu l'agriculture, est-ce que c'est un milieu urbain? Donc, tout ça, ça a permis d'identifier des zones sur le territoire où il y avait des activités communes. Puis là, de ça a découlé les enjeux. Donc, c'est quoi qui était prioritaire sur ces territoires-là? Puis là, ça a permis d'identifier les critères qu'on va utiliser pour prioriser les milieux humides et hydriques qui répondent le mieux aux enjeux du territoire, justement. Puis, de là, d'identifier quel axe de conservation on va donner à chacun de ces milieux-là. Donc, ici, vous avez une petite figure là, qui résume un peu la même chose. Là. Donc, les UGA ici sur les cartes, vous les voyez. Donc, on a des UGA selon les différentes couleurs. Puis, vous voyez là, que dans le fond, ça ne respecte pas les limites des MRC, mais ça respecte bien les limites des bassins versants, des districts écologiques. Donc, c'est vraiment les limites naturelles qui ont été prises en compte pour définir ça. Puis, il y a eu une analyse de force, faiblesse, opportunité, menace qui a été réalisée sur chaque UGA pour présenter relever finalement les enjeux environnementaux. Puis là, ensuite, la contribution des milieux humides et hydriques a été évaluée avec les critères de priorisation, puis de là va découler les orientations de conservation et les objectifs de conservation. Donc ça, c'est une infographie là, qui a été créée pour synthétiser la méthode de priorisation qui a été utilisée pour les milieux humides. Donc là, vous avez les différents critères. Je sais que c'est un petit peu petit, là, mais je vais vous en lire quelques-uns. Donc, c'est des critères qui ont été utilisés pour évaluer, dans le fond, les milieux et répondre à quel service écologique, à quel enjeu. Donc, on a la séquestration du carbone, la capacité de rétention des eaux, des contraintes naturelles comme des glissements de terrain. On a la rareté du milieu, l'érosion, la stabilité des berges, productivité primaire. Donc, ça, c'est tous des éléments qui peuvent être mesurés géomatiquement, là, puis on peut prioriser les milieux pour savoir lesquels qui sont le plus d'intérêt. Même chose pour les milieux hydriques. La démarche est un petit peu différente. Donc, ici, on a des indices, on a des critères qui répondent, ben, pas des critères, mais qui sont associés à un indice de qualité morphologique, un indice de capacité, de demande et de pression. Là, vous voyez avec les petits cercles de couleurs. Puis là, dans le fond, pour un exemple, pour l'indice de qualité morphologique, on aurait par exemple le pourcentage d'utilisation du sol qui est anthropisé. Pour ce qui est de la demande, ben, c'est l'affectation du sol en zone inondable. Pour ce qui est de la pression, on aurait la présence d'espèces exotiques envahissantes. Donc, c'est des critères qui sont un petit peu ponctuels comme ça, qui nous permet également d'identifier justement la capacité et quel milieu hydrique qui offre le plus de services écologiques, puis où est-ce que, tu sais, y a-t-il des bassins versants où il y a des déficits. Donc, une fois qu'on a identifié les milieux qui répondent au plus d'enjeux, on a des milieux qui sont d'intérêt pour la conservation. Puis, dans le fond, pour chacun des milieux, il faut quand même déterminer un axe de conservation. Les axes, c'est les trois que j'ai présentés au début. Là, donc, on a la protection, la restauration et l'utilisation durable. Donc, on a créé des arbres décisionnels comme ça pour chaque MRC en fonction là, des éléments qu'ils ont sur leur territoire et de leurs priorités pour définir l'axe de conservation de chaque milieu. Donc, si on fait un petit exemple ici, on part d'un milieu humide. Est-ce qu'il est en terre privée? Oui. Est-ce qu'il est à l'extérieur d'une aire protégée? Oui. Est-ce qu'il est dans un périmètre urbain ou une zone de développement? Est-ce que c'est un milieu humide d'intérêt? Donc, ça, c'est selon les critères de priorisation plutôt. Est-ce qu'il est dans un corridor écologique? Est-ce qu'il est dans un parc ou une réserve faunique? Donc, c'est le genre de questions qu'on se fait pour arriver à dire si oui, bien, automatiquement, il devient selon l'objectif de protection. S'il n'était pas là-dedans, non.
Dans ce temps-là, on tombe dans un bassin versant en déficit. Oui, bon, on va l'identifier pour la restauration. Sinon, est-ce que c'est un milieu humide sinon, ce serait un milieu humide qui serait visé par l'utilisation durable. Donc, c'est un peu comme ça qu'on réussit là, à classer tous nos milieux présents sur le territoire. Puis là, je vais vous parler là, un petit peu plus précisément des différents axes de conservation. Donc, au niveau de la protection, là, c'est ce qui permet de garder les écosystèmes qui sont établis et vise les milieux qui sont impossibles à recréer ou ceux qui sont difficiles à restaurer. Donc, c'est ça. Pour l'utilisation durable, donc là, on va permettre une utilisation des ressources ou en tout cas de pouvoir avoir des activités dans ces milieux-là sans porter atteinte là, à leur service écologique. Dans le fond, pour que ce soit fait d'une manière soutenable pour les milieux. Puis finalement, pour la restauration et la création, c'est sûr qu'il va y avoir des pertes là, qui vont avoir lieu au cours des prochains 10 ans. Donc, les plans régionaux des milieux humides et hydriques permettent d'identifier les endroits propices à la restauration et à la création. Donc, finalement, la dernière étape, on a comme jumelé ensemble des engagements de conservation et la stratégie de conservation. Donc, on a identifié c'était quoi les grandes orientations. Ensuite, on a identifié des objectifs de conservation. Puis, on a fait un plan d'action avec des mesures de suivi. Donc, dans le plan d'action, là, vous allez retrouver, par exemple, ce sont quoi, c'est qui les responsables pour chaque action. Donc, qui va s'assurer d'être la personne qui va mettre en place des actions pour atteindre l'objectif. C'est quoi le moyen d'action qui est choisi? Donc là, on peut avoir des actions en lien avec la réglementation. Ça peut être des incitatifs financiers, de l'accompagnement, de l'acquisition de données, de la sensibilisation. Donc, il y a comme un champ d'action et de moyens d'action possibles. Ensuite, il va y avoir également un indicateur, donc une cible à atteindre, un livrable, un échéancier, des partenaires ciblés pour ces projets-là, ainsi qu'un budget. Donc, tout ça, ça se retrouve dans le plan d'action de chaque MRC. Donc, au niveau des grandes orientations, ici, je vous ai mis comme... parce que vous comprendrez qu'on a fait ça de manière concertée pour les 4 MRC, mais chaque MRC est arrivé avec son propre plan d'action. Puis là-dedans, ils ont chacune leurs propres orientations. Donc, par exemple, ici, on aurait protégé un certain pourcentage des milieux humides en terre privée et hydriques sur le territoire de la MRC. On aurait encadré et soutenir l'utilisation durable des milieux sur la superficie recensée. Restaurer et favoriser la création des milieux humides sur X%. Ensuite, on aurait assuré une gouvernance cohérente et équitable de la conservation des milieux humides en terre privée et des milieux hydriques sur le territoire de la MRC. Le de Papineau, mais c'est juste un exemple. Sinon, adapter la communauté aux impacts actuels et futurs des changements climatiques pour une meilleure résilience, sensibiliser et informer les parties prenantes à l'importance des milieux humides et hydriques sur le territoire de la MRC. Donc ça, ce sont des exemples de grandes orientations qui se retrouvent dans les plans d'action. Là, ici, je vous ai présenté ce qui nous intéresse vraiment, là, finalement, pour chaque MRC. Donc, les grands objectifs de conservation qui se sont fixés. Donc, vous voyez ici que pour la MRC de Papineau, ils veulent atteindre 50% de protection de leur milieu humide et hydrique. Sinon, encadrer l'utilisation durable sur 49,73%, puis restaurer sur 0,7%. Donc, vous verrez qu'au total, ça fait toujours 100%, parce que l'objectif, on se rappelle, c'est aucune perte nette, donc qui est le premier... comment on dit ça? En tout cas, l'objectif numéro 1 du plan. Donc, ici, vous verrez que pour la MRC de Papineau, il n'y a vraiment pas beaucoup de restauration de création qui est visée. Puis l'idée derrière ça, eux, c'était leur point de vue, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup eu de destruction. Puis l'idée, c'est vraiment d'aller protéger avant tout, parce que la restauration, c'est quelque chose qui est très coûteux. La création de milieux humides, c'est pas, ça n'a pas toujours la même... ça rend pas toujours les mêmes services écologiques qu'un milieu naturel à la base. Donc, ils ont vraiment visé sur la protection plutôt que de détruire, puis ensuite obligé d'être restaurés. Puis sinon, là, à MRC des Collines, on voit, ils ont tous choisi d'y aller avec la cible de 30%. Sinon, ça tourne autour de 65% pour l'utilisation durable, puis autour de 5% pour la restauration et création. Donc, pour ce qui est de la mise en œuvre, ce qui est comme la partie peut-être un peu plus intéressante, là, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. En gros, tout ça, ça se fait sur un horizon de 10 ans. Donc, il va y avoir le dépôt au MLCC qui va être fait. Puis là-dedans, tu sais, il y a déjà une MRC. Donc, la MRC de Papineau a déjà déposé au ministère de l'Environnement. Puis les autres là, sont sur le point de le faire. C'est pas mal complété.
Donc, une fois que c'est déposé, le ministère doit réviser, puis éventuellement donner l'approbation finalement du plan. Puis une fois que ça c'est fait, la MRC doit adopter un règlement de contrôle intérimaire avant. Dans le fond, ça permet là, de réglementer les activités sur leur territoire comme en prenant en compte justement les plans régionaux d'ici la modification du schéma. Donc, il y aura également une modification au schéma d'aménagement qui est l'outil principal là, pour l'aménagement du territoire. Puis de là, chaque municipalité devra également modifier son plan d'urbanisme pour concorder avec le schéma d'aménagement. Puis ça va également être approuvé par le MAMACH par la suite. Ensuite, il y aura la mise en œuvre des actions du plan. Donc là, les personnes qui étaient responsables, puis tous les livrables, les échantillons que les MRC se sont faits dans leur plan d'action, ça va être le temps de vraiment mettre en place des projets concrets. Donc là, ça va se faire justement en collaboration avec des acteurs de la région, que ce soit les OBV, que ce soit les conseils régionaux de l'environnement, que ce soit des groupes citoyens. Ça peut vraiment toucher n'importe quoi et n'importe qui. Donc, ça va être la mise en œuvre de projets. Puis, il va également y avoir la mise en place d'indicateurs de suivi de performance. Des indicateurs de suivi et de performance. Donc, autant est-ce que ça avance bien, puis est-ce qu'on atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Puis ensuite, il va également y avoir une évaluation de parcours. Donc, quand ça va faire 5 ans là, que le PRMH s'est adopté, puis qu'on est en train de faire des actions pour le mettre en œuvre, est-ce qu'on s'enligne bien vers l'objectif de zéro perte nette? Est-ce que on atteint les cibles qu'on s'était fixées? Est-ce que l'échéancier est respecté? Donc ça va être la première évaluation. Puis là, au bout du 10 ans, il va y avoir une reddition de compte à faire auprès du ministère pour assurer qu'il y a bel et bien un bilan de zéro perte nette sur le territoire. Puis évidemment, au bout de ces 10 ans-là, le PRMHH, comme je l'ai dit au départ, c'est la première fois là, que les MRC doivent faire un tel plan, puis ça va être à mettre à jour, puis à refaire finalement dans 10 ans. Puis on va espérer que d'ici ce temps-là, il y a également des objectifs d'acquisition de données, là, donc on va espérer qu'il y aura plus de données qui vont être disponibles, puis que ça va être plus facile aussi de faire des plans qui vont... aussi au niveau de la concertation, il y a beaucoup d'acteurs à consulter pour faire ces plans-là. Donc, ça devrait juste être plus facile là, avec le temps. Donc, c'est pas mal ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas, j'imagine que Guillaume, tu vas partager les présentations après. Ou sinon, vous avez ici là, le site web du Credo. Où est-ce que vous pouvez trouver tous les documents là, qu'on a par rapport au PRMHH, dont les infographies que je vous ai présentées dans la présentation. Merci. Donc, merci beaucoup, Raphaël, pour ta présentation. On arrive mieux à savoir ce qui se cache justement derrière PRMHH, qu'on entend beaucoup, mais qu'on ne sait pas trop expliquer non plus quand on ne l'a pas encore vu. Donc, merci beaucoup d'avoir vraiment détaillé à fond justement sur ce sujet-là. On va donner la parole à Larissa Holman de Ottawa Riverkeeper, donc garde rivière des Outaouais, qui va justement aborder la question de la communication pour sensibiliser sur la rivière des Outaouais. Donc, je te laisse la parole, Larissa. Merci beaucoup. Je suis certaine qu'il y a beaucoup d'informations qui est partagée pour les milieux humides et les cartographies et tout ça. Pour nous, on travaille plus sur la sensibilisation pour les gens pour qu'ils comprennent comment de faire la protection pour les espaces importants pour les rivières. Alors, ça peut être évident que français n'est pas ma langue maternelle, mais je vais essayer de parler assez clair possible. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre-le dans le chat et je vais redire qu'est-ce que j'essaie d'expliquer. Mais premièrement, avant de parler de la sensibilisation, je veux faire un petit tour de c'est quoi Garde Rivière des Outaouais et pourquoi on travaille si fort pour protéger cette rivière. Alors, on travaille dans beaucoup de manières. On avait un gardien de la rivière, mais aussi on travaille avec plusieurs juridictions. Nous sommes partie d'un organisme international et national. Nous essayons de garder notre voix indépendante et on utilisait la science sur la base de notre décision. Alors, c'est un peu de comment on travaille, mais aussi... Oh, ça ne peut pas...
aussi où on travaille. On ne travaille pas seulement dans la région de Gatineau et Ottawa, on travaille dans tout le bassin versant de la rivière des Outaouais. Alors, la grandeur de le bassin versant, c'est 2 fois la grandeur de Nouvelle-Brunswick. Alors, c'est un espace énorme. Tu vois ici, il y a des lacs. Les grands lacs sont plus petits que notre bassin versant. Alors, comment on peut travailler dans toute cette région quand nous sommes dans la région des grandes villes d'Ottawa et Gatineau? C'est une raison qu'on travaille avec beaucoup de gens et la sensibilisation est très importante pour nous. Et pourquoi on travaille pour protéger la rivière des Outaouais? C'est un espace très spécial. On a fait un sondage sur la rivière des Outaouais. On trouve que plus que 40, 20, 12 pourcentage des répondants a trouvé que la rivière améliorer cette région. Alors, on voit que tout le monde voit une importance sur la rivière. C'est aussi un territoire très important pour les Algonquins. C'est non cédé. Il y a beaucoup de sites sacrés et aussi il y avait une historique dans cette région très important pour les Algonquins, évidemment, mais aussi pour les histoires de commerce et transport. Il y a aussi une énorme variété de flore et faune. On a plus de 85 espèces de poissons dans le bassin versant. On a plusieurs oiseaux, plantes aquatiques et des tortues. Et aussi, c'est une source de notre eau potable. Pour Gatineau et Ottawa, c'est là qu'on prend notre eau directement de la rivière des Outaouais, mais aussi pour beaucoup d'autres villes qui sont à côté de la rivière. Et dernièrement, c'est une place très importante pour la récréation, pour faire le canot, le surf, nager et aussi la pêche. Mais il y a beaucoup de facteurs qui influencent la qualité de l'eau, comme les industries, les services, les microplastiques, les barrages et aussi les aménagements des berges. Et c'est ça un peu où il y a un partage avec le sujet d'aujourd'hui. C'est quand on voit le développement à côté de la rivière ou dans les milieux humides qui influence la qualité de l'eau, mais aussi le terrain qui aide à protéger la qualité de l'eau. Et une autre partie de notre même sondage, même si 92 personnes voient que la rivière améliorerait leur région, moins de 24% pensent que c'est assez propre pour y nager. Alors, ça donne une autre perspective sur la rivière. Alors, ça, c'est un grand défi pour nous quand on veut faire la promotion pour la rivière et comment on peut protéger quelque chose qui tout le monde pense que c'est déjà un peu sale. Alors, un des grands défis pour le bassin versant, c'est vraiment la collaboration entre le bassin versant. C'est une rivière qui est en milieu de deux provinces. C'est sur le côté de les deux provinces et c'est facile les provinces d'oublier que la rivière est là et qu'il faut faire du travail pour le protéger. Il y a aussi les ministères fédéraux qui souvent avaient des mandats un peu différents et c'est difficile pour eux de travailler directement sur un sujet. Il y a plus de 200 municipalités, comme la personne de Credo a parlé de les MRC, il y a beaucoup d'intérêts un peu différents et des mandats un peu différents aussi. Il y a 11 communautés autochtones et aussi, il y a des différences sur les deux côtés. Sur la côté du Québec, on a des OBV, mais sur le côté ontarien, on avait les Conservation Authorities. Et aussi, on avait beaucoup qui sont impliqués dans la rivière directement, comme les barrages, les personnes qui prennent l'eau pour leur industrie et des choses comme ça.
Alors, quelques obstacles, c'est seulement le partage d'informations. Il n'y a pas un bon lien entre les deux côtés de la rivière. Et aussi, il n'y a pas un plan de gestion pour le bassin versant. Même quand il y a des élus qui sont très bien bons pour la rivière, ils travaillent très fort, il y a toujours le changement des élus. Alors, ça souvent pose des difficultés quand assez de travail pour trouver une manière pour protéger la rivière. Alors, pour nous, pour Garde-Rivière des Outaouais, on utilisait des différents types de sensibilisation pour que tout le monde peut être impliqué dans la protection, pas seulement de la rivière, mais aussi les milieux humides et les berges. Alors, nous sommes très actifs sur les médias sociaux. On fait souvent des présentations comme cela, mais aussi dans les écoles avec les groupes, pour les personnes qui nous invitent. Et aussi, on fait souvent les nettoyages des berges. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve très efficace pour faire quelque chose de très pertinent pour protéger la rivière, mais aussi donner à les gens un peu comment on travaille et parler un peu plus de pourquoi c'est important de faire des efforts de protéger quelque chose dans la nature. Aussi, on fait beaucoup de recherches et travaille avec la science communautaire. Alors, on fait des collaborations directement avec les chercheurs, mais aussi, on avait une initiative d'évaluation sur la surveillance de la santé des bassins versants dans le bassin versant de la rivière des Outaouais. Nous travaillons sur 14 indicateurs et quelques-uns entre ces 14 sont directement quelque chose qu'on demande à les gens de participer activement pour recoller les données. Alors, avec la surveillance directe participation, on demande à les gens partout dans le bassin versant, pas seulement dans les grandes villes. On a beaucoup d'informations dans la région de Gatineau et puis aussi Ottawa. Alors, c'est vraiment les régions autour de les grandes villes qu'on veut que les gens aillent chercher d'informations. Alors, on donne des formations, on donne l'équipement pour faire les échantillonnages et ils envoyés par poste. On a aussi observation, surveillance par observation. Encore, on fait de formation pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être partie de cet programme. Et on demande qu'ils mettent directement sur une application comme Survey 123 ou sur iNaturalist ou Water Rangers. Ça dépend un peu sur le type de projet, comme si c'est algues, c'est Survey 123, mais si c'est quelque chose comme les espèces évisantes, on veut qu'ils utilisent iNaturalist. Et finalement, qu'est-ce que tout ça arrive? C'est quand il y a un problème, les gens comprennent que nous sommes un groupe qui travaille partout et on sait de régler les problèmes. Alors, quand les gens travaillent avec nous sur les projets de surveillance, on partage beaucoup d'informations. Ce n'est pas seulement qu'ils prennent les données, c'est qu'on communique avec eux. Qu'est-ce que les données disent pour nous? Qu'est-ce qu'on trouve avec les données? On fait une analyse, on partage avec eux, avec les autres personnes qui participent dans les surveillances pour qu'il y ait une plus bonne idée de la qualité de l'eau et aussi de les attaques de le bassin versant. Alors, quand il y a un problème, il peut tourner vers nous pour trouver des réponses. Alors, on avait aussi une ligne anti-pollution. C'est un numéro sans frais que les gens nous appellent quand ils voient quelque chose. Et ce qui arrive souvent, c'est quand il y a quelque chose qui arrive directement dans une rivière ou sur un milieu humide ou
une berge, ils nous appelaient pour que on peut régler ce problème. C'est souvent très difficile de trouver la propre autorisée pour demander de faire quelque chose. Et nous avons des expériences en Québec où quelqu'un a appelé pour dire que je vois quelqu'un qui sont en train d'enlever un milieu humide. Et s'ils sont dans s'ils nous appellent tout de suite, on peut appeler les autorisés et demander qu'ils allaient chercher qu'est-ce qui se passe et si c'est vraiment un problème. Et on trouve que c'est quelque chose de très efficace pour faire quelque chose de direct pour régler un problème. Et souvent, pour les autoriser, les gens ne savent pas laquelle de parler parce qu'il y a souvent beaucoup des options et les personnes ne disent pas c'est quoi qu'il faut faire pour régler le problème, c'est seulement que c'est pas eux. Alors pour nous, on demande plusieurs questions et on suit après ça pour savoir comment c'était réglé. Alors c'est une importante étape que nous fasse pour aider les gens quand il y a un problème. Et c'est tout. J'étais très vite parce que je sais que c'est presque terminé, mais merci. Et voici notre site web et aussi tu peux suivre nous sur les médias sociaux. Merci beaucoup. Merci à toi, Larissa. Je sais que c'était un bel effort aussi que tu as fait pour faire la présentation en français. Et je te rassure, c'était très clair, on a tout compris. Donc, merci beaucoup. C'est intéressant aussi d'avoir une vision un peu plus que tout le monde peut faire quelque chose, tout le monde peut participer à la protection des milieux humides, mais aussi de tous les milieux hydriques. Donc voilà, on a voulu voir une perspective un peu plus large. Donc merci beaucoup pour ta présentation. Oui, et je dois aussi ajouter que même si nous travaillons sur la rivière des Outaouais, c'est impossible de protéger une rivière et pas les tributaires. Alors, on travaille dans les tributaires aussi et souvent pour notre projet avec les scientifiques communautaires, c'est les tributaires et les plus petites ruisseaux où ils prennent les enjeux. Donc les 4 présentations sont finies. Donc merci vraiment à tout le monde d'avoir justement accepté cette invitation-là, d'avoir participé. Donc vraiment merci beaucoup. Et puis donc oui, je voulais vous rappeler que le webinaire se tient dans le cadre du mois de l'eau. Et donc je voulais laisser la parole à Kevin, qui est le coordinateur justement de l'ensemble des 40 OBV pour ce mois de l'eau. Donc voilà, si tu veux justement un petit mot à adresser aux participants qui sont encore là sur justement l'intérêt du mois de l'eau, le fonctionnement de cette année et tout ça. Tout à fait, avec grand plaisir. Déjà pour commencer, pareil, je tiens à remercier Mélissa, Stéphanie, Raphaël et Larissa pour la qualité et la pertinence des interventions. J'ai pris beaucoup de plaisir et puis j'ai appris aussi beaucoup de choses. C'était fluide, c'était pédagogique. Donc un grand merci à toute l'équipe de la BVD7 d'avoir mis cette activité en place. Très important. Et puis merci justement à tous les participants et pour aussi la pertinence de leurs questions et des commentaires. Je pourrais revenir peut-être avec un tout petit historique très court. Hein. Je vais pas vous prendre tout votre temps sur le mois de l'eau. Le mois de l'eau, c'est une initiative qui a été promulguée en 2017 par le gouvernement du Québec. Donc, dans le cadre de l'adoption de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés. Le gouvernement a donc donné la coordination du projet au regroupement des organismes de bassin versant du Québec que je représente. Et donc, nous, notre but, c'est donc, avec ces 40 justement organismes qu'on représente, mais aussi donc l'étape de concertation régionale, c'est de pouvoir mettre en place, il y a chaque année à peu près 200, 300 activités sur l'ensemble du territoire du Québec. Alors c'est des activités de sensibilisation, d'information, et puis la mission essentielle, c'est justement de regrouper tout le monde autour de la ressource eau, d'impliquer justement tous les citoyens au sens le plus large possible. Il faut que ce soit des activités justement ouvertes au grand public.
Pour ce faire, donc, on a les réseaux sociaux, on a tout ça aussi, sur lesquels on promeut justement les activités. N'importe qui aussi, s'il a une initiative liée à l'eau, peut utiliser notre plateforme pour mettre en ligne un événement. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Oui, je pourrais rajouter de plus que cette année, donc pour chaque édition, on a un thème, une thématique qui est définie. Cette année, on a pris la décision de faire voter justement ces 46 organismes et le vote a tranché. Cette année, c'était les milieux humides et hydriques. Donc avec la thématique à la découverte des milieux humides. On s'est tous mis d'accord de l'importance justement de mettre un gros coup de projecteur sur cette thématique qui est un peu trop souvent d'ailleurs méconnue du public, et puis essayer de voilà, mettre ça en lumière, mettre en avant tous les bénéfices donc, qu'on peut hériter justement de la préservation de nos milieux humides. Et oui, c'est ça pour cette année. Donc moi, je vous invite à continuer à regarder justement la programmation sur notre site. Et puis, il y a encore énormément d'activités qui vont venir. Et puis, on va très certainement déborder du mois de juin. Ça risque même de bien empiéter sur le mois de juillet. Donc voilà, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre implication. Il y en a besoin. On fait, on fait un bon travail et puis c'est très utile. Merci à vous. Moi, je vais peut-être devoir y aller et à très bientôt donc pour d'autres activités autour du mois de l'eau. Bon mois de l'eau à tous.